Un temple de plus de 1500 ans, mais toujours sans Dieu. Les archéologues et passionnés du lieu ont fêté ton 200e anniversaire de découverte. Au fur et à mesure de ces années, tu as été sorti de terre, restauré et surtout interrogé. Car autour de toi, les années ont révélé une ville datée d'avant 500, dépassant le millier d'habitants et étalée sur près d'1 kilomètre. Tes environs ont révélé des objets d'exception et ont permis de comprendre de nombreux fonctionnements et services d'époque. Mais pour toi, c'est l'inconnu qui est révélé. Une raison d'existence, mais sans que nous sachions laquelle. Lorsque je t'ai rencontré la première fois, tu m'as fait comprendre ce qu'était un stigmate du temps. Une marque témoignant de son passé, de sa culture et de son histoire. C'est donc à mon tour de donner. Ta marque est maintenant visible au monde extérieur, demandant sa prise de conscience. Je vais donc tenter de comprendre ton passé, ta culture, ton histoire, et surtout, de retrouver ton ou tes divinités. Si ce chemin donne quelque chose, une chose est certaine. Ce sera mis dans les mains du public. Ok, c'est bon, nickel, j'ai récupéré les sacs, on va pouvoir y retourner. Tu es un peu la première personne qui fait une sorte de diagnostic du lieu. Voilà, moi je fais de la prospection archéologique. Lorsqu'un vestige archéologique est découvert de manière fortuite, il ne peut pas être laissé à l'abandon ou être détruit. La loi, elle impose une déclaration immédiate à la mairie et à la direction régionale des affaires culturelles, donc la DRAC. Chaque année en France, il y a de vastes surfaces de notre territoire qui sont concernées par des travaux d'aménagement, donc des routes, des voies ferrées, des bâtiments, tout ça. Et en fait, toutes ces constructions, elles risquent de faire disparaître des vestiges archéologiques qui sont encore enfouis sous terre. L'INRAP, c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive, en réalisant tout ce qui est diagnostic et des fouilles pour le compte de l'État ou d'aménageurs publics ou privés. Voilà. Ensuite, son action, en fait, elle s'arrête pas là, parce que les résultats, ils sont ensuite analysés, exploités et partagés avec la communauté scientifique et aussi diffusés à un plus large public dans les musées, tout ça. Bienvenue du coup au fameux site de Compierre. Et pour faire simple, tout du long, tu as des panneaux explicatifs pour chaque endroit, chaque zone effectivement. Du coup, je te propose éventuellement qu'on lise du coup chaque panneau en même temps que tu découvres le site. Ok. L'agglomération gallo-romaine de Compierre que vous allez visiter vous invite à une promenade de 2 km, pour l'essentiel en forêt. Située dans le Petit Morvan, la bourgade se trouve sur la voie qui relie les villes antiques d'Autun et d'Entrain-sur-Nohain. Elle a été occupée du 1er siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au 4e siècle de notre ère. À partir du 5e siècle, elles ont eu la chance d'être épargnées par l'urbanisation, jusqu'à que, en 1824, Ashméline entreprenne des fouilles. Depuis cette année et jusqu'en 1983, une multitude d'archéologues vont s'enchaîner qui l'auront redécouvert et admiré. Depuis lors, se pose le problème de la conservation de ce patrimoine. Actuellement, les fouilles ne sont pas autorisées, car le site est une réserve archéologique, autrement dit, un endroit préservé pour le futur. Aussi, soyons attentifs, chaque irrégularité de la topographie peut être un témoin de l'histoire de la bourgade. Un exemple parlant est cet extrait de Relevé topographique par Michel Bonneau en 1987. On nous dit que ça signale le plus souvent la présence de vestiges. Donc comme je t'avais expliqué auparavant, ils construisaient beaucoup en hauteur, qu'on appelle maintenant des oppidums, donc des villages fortifiés en bois. Alors je pense que les intérêts étaient multiples. Le premier, pouvoir surveiller, et aussi pour mettre à l'abri plus facilement tout ce qu'il y avait comme bétail, leurs trésors, leurs femmes, leurs enfants, voilà. Ce qui peut aussi majorer la possible existence d'un habitat, c'est la présence aussi de cours d'eau. Donc ils commerçaient aussi par voie fluviale, du grès, de l'argile et des minerais ferrugineux. Travail du fer, bois et source. On accueillait on faisait peut-être du commerce sur place, tu vois, j'ai l'impression que c'était pas que le temple, tu vois. Il y avait aussi peut-être d'autres villes qui étaient à côté de ce temple. Alors à l'époque gallo-romaine, mais romaine en particulier, le temple, ou qu'on peut appeler aussi le Fanum,
C'était quelque chose de très important, un lieu de culte en premier, mais aussi un lieu de rencontre, un lieu où il faisait bon se faire voir pour honorer les dieux ou le dieu. Ça, j'espère qu'on en saura plus. Par rapport aux Celtes, c'est rare de trouver des temples déjà de forme octogonale. Mais voilà, il y en a qui existent, notamment de là d'où je viens, dans la région de Metz. Il y a un temple octogonal qui date aussi de l'époque gallo-romaine. Les temples à l'époque celte étaient plutôt construits en bois, pas vraiment en pierre. Du coup, ça donne un mélange et notamment, je pense, peut-être sous une autre forme, mais il devait y avoir quelque chose avant, oui. Est-ce que du coup, le fait que le temple soit devenu en pierre, avant c'était autre chose, la conquête des Romains, en fait, comment ça s'est passé d'un point de vue croyance, là je te parle de manière générique, Oui. Pour qu'il y ait une transformation de temple, et surtout comment les Celtes ont accueilli ça, ou les Gallo-Romains, ou enfin... Quand on parle des Gaulois, effectivement, donc les Gaulois sont des Celtes, donc un peuple indo-européen qui s'est dispersé sur tout le continent, moins 500 avant Jésus-Christ, jusqu'au début de notre ère en fait. Quand les Romains ont commencé à arriver, moins 150 avant Jésus-Christ, que les Romains ont amené leur panthéon de divinités et ils se sont retrouvés face aux Celtes, donc aux Gaulois, qui avaient eux aussi un panthéon de divinités riche et varié. Déesse de l'eau, par exemple, pour un Celte, va du coup être représentée par un dieu romain, comme étant une sorte d'équivalence, en disant « Oh, regardez, c'est la même chose, entre guillemets, de leur point de vue ». Et puis du coup, ils ont adopté du coup le nouveau dieu comme étant leur dieu à eux, parce que c'est juste une autre représentation. Oui, après ça s'est pas fait en un claquement de doigts, hein. Ça a dû prendre du temps, de guerre et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, les seuls écrits qu'on a sur le peuple celte, ce sont des écrits romains. Mais il y a eu des écrits avant la conquête de la Gaule de Jules César. Il y a un panneau qui est encore juste à côté sur lequel je vais t'emmener. La place publique de la Bourgade est construite autour du lieu de culte. Cœur de la ville politique et commerciale, des échoppes et des bâtiments annexes la complètent. Elle est orientée selon les points cardinaux, mais a subi les contraintes des voies qui passent à l'est et à l'ouest. Il n'y avait pas de traces, on ne peut pas retrouver des traces de bois. On peut retrouver des trous de poteaux, on peut retrouver des choses comme ça. Du coup, les sites sur lesquels on va retrouver des traces de temples, ça va être donc des sites plutôt gallo-romains et où l'influence romaine se fait plus sentir, quoi. Si je comprends bien, les Romains ont donc apporté la notion de la pierre dans les structures. Peut-être pas. En tout cas, je suis pas sûre pour la notion de la pierre, mais par contre, au niveau de la disposition, donc de mettre vraiment le temple au centre du forum, hein, parce que ça c'est un forum, ça peut-être oui. Alors le territoire, à l'époque, il était très morcelé. Entre beaucoup de tribus, de sous-tribus, de clans. Et ici, c'était la tribu des Éduins. Après, ici, ça a l'air d'être quand même une belle bourgade. Il est aussi appelé deuxième Bribract, pour te donner une idée. Ok. C'est un surnom qu'il a. Donc, la capitale des Éduins. Je vais t'emmener du coup maintenant sur un autre panneau, on va descendre, et puis je vais continuer sur le bord encore de ce temple et de cet endroit, parce qu'il y a encore d'autres choses que je souhaiterais te montrer. Ils ont dû retrouver des épingles à cheveux, des aiguilles, des petits instruments, des peignes en os, pour pouvoir déduire que ici c'était un atelier de tabletier. Ah bah tiens. C'est des mises en valeur de la fronde. Tombé sur un truc ? Ouais, possiblement. Mais en fait le truc c'est que j'ose pas trop toucher. Parce que ici voilà on a des trous de taupe, des petits terriers de taupe.
mais on voit à la surface des fragments de terre cuite. Bah, à part si c'est une tegula, donc la tuile romaine, autrement, bon, bah, c'est les vestiges du temps, hein. Il y avait des maisons, il y avait un toit, donc voilà. Bien souvent, quand on faisait des offrandes aux dieux, on les brisait. Il y avait beaucoup de lieux de culte qui étaient situés près de falaises ou de choses comme ça. Et en fait, on jetait la poterie par terre, on cassait l'épée, de manière à ce que l'homme ne puisse plus s'en servir. Par exemple, ces tuiles-là, si du coup il n'y a pas tant d'intérêt, pas tant d'informations à tirer, au final, ce serait presque pas plus mal qu'elles restent dans la terre, du coup. Oui. Qu'on le laisse sur place, est-ce qu'on le déterre? Qu'est-ce qu'on fait du lieu aussi, je pense. Et même, je suis en train de penser, à propos, quand tu construis une autoroute, faut bien prendre une décision sur le tracé de l'autoroute par rapport au site. Enfin, comment tu actes ça, du coup? Et je pense que ça va être un sacré débat. Ça, c'est le lourd boulot de l'INRAP, hein. Mais il y a plein d'histoires comme ça en ce moment. Je sais plus si c'était à Dijon où ils ont trouvé une nécropole. Et en fait, ils ont construit une école par-dessus. Faudrait qu'on regarde dans les articles, mais il y aura plein, t'en trouveras plein. À savoir que il faut bien se rendre compte que à l'époque, là, ici, maintenant, autour de nous, on voit des forêts, on voit la forêt, on voit des arbres. À l'époque, il n'y en avait pas. C'est plus facile d'en faire, par exemple, dans les champs qui ont été labourés. Voilà, là, on a plus facile à trouver des choses. Mais en forêt, c'est compliqué, quoi. En forêt, c'est très compliqué. Alors là, je t'ai montré que la partie où c'est un peu en pré, etc., où clairement le temple a été mis en valeur, mais tu n'as pas encore vu le chemin qui s'engage dans la forêt, en fait. Il n'y a pas que ici, en fait. Je te propose à propos qu'on passe sur le panneau suivant. Alors vas-y, on est parti sur celui de gauche, allons-y. En 1842, Méline, lors des premières fouilles du temple, retrouva au centre de la cella un autel recouvert de marbre. En 1848, Charloff observa aux approches des angles de la galerie des fragments de fûts, de bases de colonnes de calcaire blanc, ainsi que des plaques de marbre blanc veinées de bleu en revêtement sur les murs. Classiquement, les temples de tradition celtique étaient de plans carrés, oui. Peut-être que c'est la reconstitution, etc., qui fait que, tu me diras, mais c'est large, quoi, au niveau de l'entrée. Et pareil sur, finalement, l'autel du milieu. Est-ce que ça a été respecté ou est-ce que c'était un peu plus fermé, du coup, au niveau de l'octogone ou... Je pourrais pas te dire. Après, c'est ce qu'ils ont retrouvé. Peut-être que aussi, au fil du temps, tu sais, toutes les pierres, elles y sont plus, quoi. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Est-ce que le plus important, dans un point de vue celtique, hein, je ne fais pas vraiment de la croyance, c'était finalement juste d'avoir une table qui était face à l'entrée, où les gens pouvaient voir du coup facilement l'autel et puis la personne qui était derrière? Ou est-ce que c'était mieux qu'elle soit orientée plus dans un coin parce qu'on allait poser des objets dessus? Ou est-ce qu'elle était au milieu de la pièce? J'ai pas trop de points de repère de temple avec cette apparence-là. Dans le sens où le temple octogonal que je connais, donc celui de Metz, il y avait un puits au milieu et on y vénérait une déesse des sources. Donc il y avait de l'eau. On peut pas le savoir parce qu'on sait pas quel dieu était vénéré. Et chaque dieu était vénéré de différentes manières. En gros, si concrètement vous voulez vraiment retrouver le dieu par rapport à ce temple, c'est qu'il faut s'imaginer en fonction du dieu avoir différentes configurations. Et une fois qu'on a ces idées de configuration par rapport au dieu, auquel cas on revient sur place, est-ce que ça colle ou pas à cette configuration-là? Moi, je partirais plutôt pour rechercher d'autres indices de la première divinité qui a dû être vénérée ici et qui, au final, a été supplantée par un énorme fanum romain. Tu vois? Avec le reste du site, que l'on puisse retrouver la divinité celte, pour faire simple, et avec le débarquement des Romains et du coup l'évolution des croyances, trouver entre guillemets le dieu qui a été mis en parallèle pour ce temple que l'on voit aujourd'hui. Et puis il faudrait plus d'éléments. J'essaierai en tout cas vraiment de te présenter ces objets-là, tout ça, ou éventuellement si je t'enverrai des photos sur tout ce qu'ils ont trouvé en lien avec le temple. Je te propose en tout cas qu'on aille vers là-bas et je vais te montrer la suite justement.
Mais avant tout ça, manger. Les médiomatriques, donc à Metz, la cohabitation entre l'Empire romain et les Celtes s'est très bien passée. Il n'y a pas eu de grosses guerres, de grosses batailles et tout ça. Ils ont travaillé ensemble en bonne intelligence. À mon sens, le temple du Sablon en est un parfait exemple, tu vois, qui mélange une architecture romaine, même plutôt gréco-romaine, à une divinité purement celte. Ici, je sais pas comment ça s'est passé. Ah, ça va beaucoup mieux. Alors, où est-ce qu'on en était déjà? Et du coup, je t'emmène sur l'endroit suivant qui a été dégagé du sol avec ce panneau. Le travail du bronze, alliage de cuivre et d'étain, ne nécessite que des installations légères. Foyer, soufflet, creuset, marteau, enclume, etc. À la différence du travail du fer, le bronze, lui, ne laisse que peu de traces de l'activité des artisans d'un point de vue archéologique. L'exception pour Compierre est que dans la cour nord, les fragments de bronze retrouvés sur les dalles représentent les étapes de la fusion du métal jusqu'à la finition des objets. Est-ce que les Celtes accordaient une importance spécifique par rapport à la matière sur laquelle ils avaient pour faire certes leur sculpture, leur statue, mais aussi d'un point de vue croyance, tout ça, est-ce qu'ils avaient une importance à ce sujet-là? Alors voilà, comme je te l'ai déjà dit, en fait, on n'a pas de traces écrites. Mais en tout cas, les druides apportaient de l'importance à tout ce qui est matière végétale dans des tombes de l'époque celtique. Donc il y a beaucoup de bijoux, des bijoux en verre et l'ambre aussi, qui était une pierre très précieuse et qui était considérée aussi comme monnaie d'échange. Et puis bon, du coup, maintenant, la forgerie, elle a un peu une autre tête, quoi. La découverte d'un atelier de potier à Compierre n'est pas étonnante. En effet, la céramique est abondamment utilisée au quotidien par les Gallo-Romains, et son renouvellement fréquent impose une production locale. Cependant, une céramique fine décorée par sablage ou guillochi était aussi fabriquée à Compierre. Pour les parties principales, on voit en dessous le foyer qui alimente la cuisson, qui aide à la cuisson de toutes les poteries qui sont superposées. Couche numéro 3, on pourrait apparenter ça un petit peu à des briques réfractaires. Et au-dessus, des tessons de céramique pour maintenir la chaleur et laisser tout doucement, plus doucement s'évacuer les fumées. Alors, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé ici pour préciser que ce soit la maison du boucher? Cette maison comportait un étage en surplomb, sur des galeries. La cuve monolithe, à l'angle nord-est, collectait les eaux de pluie de la toiture. Le travail de dépeçage, découpage et désossement des animaux se faisait sous la galerie ou à l'intérieur. Grâce au fumoir, le boucher conditionnait les quartiers de viande pour la conservation et la vente. Enfin, un réseau de caniveaux drainait les cours et les effluents liés à la boucherie. Le dépotoir de déchets d'équarrissage a livré plus de 12 000 fragments d'os, de bovins en majorité. Ok. Alors, ici ça se voit bien en gros, mais je vais te faire un résumé parce qu'il n'y a pas spécialement de panneaux, enfin il y en a un peu plus loin, mais voilà. La grande route en fait que tu as là en face de toi, qu'on fait tout du long là, qui part depuis la ruine, faut s'imaginer que c'était probablement, je mets des guillemets, la route principale, et tous les bâtiments ils ont été construits autour de cette route dégagée et réaménagée aujourd'hui, avec vraiment juste les bâtiments qui sont construits des deux côtés. Okay. Et ça fait comme ça sur 800 mètres. À cette époque-là, ils n'étaient pas monothéistes. Plusieurs statuettes en bronze ont été trouvées près d'un autel situé au fond d'une petite enceinte consacrée à une divinité. J'aimerais bien les voir, ces petites statuettes en bronze, moi. Comment étaient un peu structurées les pièces finalement côté celtique? C'est-à-dire qu'il y a des maisons où tu as une seule pièce grande commune, tu en as d'autres où c'est en plusieurs pièces. Est-ce qu'il y avait une habitude comme ça chez les Celtes?
divisé en deux de manière naturelle, c'est-à-dire une partie avec l'âtre, donc là où il y avait le feu et tout ça, et une autre partie couchage. On voit des petites séparations, mais pas plus de 2 pièces, quoi. Tu vois effectivement quand on passe le panneau et qu'on va après, en fait c'est une grande pente qui est présente jusqu'à tout en bas. Et du coup, il faut croire que tout ça c'était aménagé avec des sièges, des tribunes entre guillemets d'époque pour être le côté de théâtre du coup. Alors, d'un point de vue celtique, non, je n'ai pas jamais entendu parler de théâtre ou d'amphithéâtre celte. Par contre, clairement romain, oui. Beaucoup de grandes villes actuelles françaises avaient leur amphithéâtre à l'époque. Par exemple, la ville de Metz, il y en avait un qui n'a pas du tout été mis en valeur et qui a été... ils ont construit dessus, en fait. Donc, on n'a que des traces de photographie de ce qui avait été trouvé. Ça devait quand même être une ville assez importante pour avoir son amphithéâtre. Du coup, celui qui est appelé le quartier des Tilleuls, bien entendu, hein, Tilleul n'est à mon avis pas d'époque, même si ça fait un moment qu'il est là, je pense. Il est magnifique, j'aimerais bien connaître son âge. Aucune idée, je pourrais pas te dire. Là, l'influence romaine, elle est très claire. Ils ont retrouvé des vestiges de chauffage par le sol. Bon, le puits qui confirme la vocation d'habitat, le puits non, mais le chauffage par le sol, oui. Je t'emmène justement sur la dernière partie. Let's go. Alors à partir de là, c'est la zone qui a été un peu moins explorée, à la fois son importance. Bien que devant vous, vous ayez qu'une forêt à perte de vue, comme un peu partout si c'était pas aménagé, La nécropole de Compierre s'étend sur une centaine de mètres de long et une trentaine de large. Plusieurs monuments funéraires taillés dans le grès local y ont été découverts. Du 1er au 3e siècle de notre ère, l'incinération des morts est prédominante. Les corps sont brûlés dans une fosse ou sur un bûcher, puis les cendres sont triées et lavées avant d'être rassemblées dans une urne en terre cuite, verre, métal ou pierre. Une inscription en latin peut préciser son nom, son âge, sa profession, ses titres parfois. Mais est-ce que c'était commun d'avoir une route principale ou une route de commerce ou une route d'entrée de village qui passait comme ça à travers au milieu d'une nécropole? Ou au contraire, c'était une zone dédiée et réservée? Tout ce que je peux dire, c'est que, comme à l'heure actuelle, on éloignait les morts. Quand même éloignés du cœur de la ville. Donc en quel cas, c'est plus probable que la route se termine ici et que ça, c'était juste la voie de la ville qui faisait que tout était desservi, mais que ça s'arrête ici en, entre guillemets, cul-de-sac. Ou alors, la route continuait, mais elle longeait effectivement, la nécropole. Sur la vie celtique et les croyances celtiques, la mort faisait partie de la vie. C'était quelque chose d'un peu plus intégré, on va dire, dans la culture. Aujourd'hui, si entre guillemets un cimetière tombe dans la décrépitude et puis dans la terre, entre guillemets, s'il y a des archéologues qui repassent 2000 ans après nous, ils vont trouver beaucoup de croix en fer ou etc. Mais des plaques de marbre, bien entendu, avec peut-être des inscriptions de noms et d'années. Mais finalement, ils vont pas retrouver, comme nous on peut trouver au sujet des Celtes, avec des sculptures. Finalement, on témoigne moins au niveau représentation pour ce qui se passera dans 2000 ans sur aujourd'hui, quoi. Donc ça déjà, c'est pas celte. Alors quand ils sont enterrés à deux, parce que ça arrivait beaucoup, on sculptait le portrait de l'homme et de la femme, ou alors des fois du père et de son fils. Les Gaulois avaient des nécropoles. Les Romains ne se sont certainement pas amusés à bouger les morts de place, parce qu'il y avait un certain respect. Si une nécropole il y a de fortes probabilités que les premiers habitants de Compierre soient aussi inhumés ici. Déjà d'ici, j'ai l'impression que je vois des tumulus. Ah, les arrondis là-bas au fond? Pour de vrai, hein. Oui, oui. Le gros arrondi là-haut. Il y en a un à gauche et t'en as un à droite aussi.
Par exemple, un tumulus était fouillé et qu'on découvrait la statuette d'une divinité ou voilà, quelque chose comme ça, tu vois. Mais c'est dommage que des lieux comme ça, enfin, il est déjà très bien entretenu. Ça demande des moyens et voilà, beaucoup de choses, mais déjà, juste en termes de visite, la taille que devait avoir cette ville, quoi. Parce que des sites archéo, j'en ai visité quand même pas mal. Personnellement, j'ai jamais rien découvert d'aussi grand que ça. C'est jamais. Ce lieu, il est incroyable, mais à creuser encore de par sa situation. Parce que il doit être vraiment un endroit clé et je pense que ici c'était vraiment un carrefour. J'espère que peut-être un jour il y aura des nouvelles fouilles. Ça devait être incroyable. Mais ce qui nous manque ici, c'est très clairement un autre lieu de culte. Déjà là, on pourra avoir aussi quand même un peu d'infos, je pense. On se met et on essaie de chercher dans le coin ici, on va dire à 30 bornes aux alentours, et on essaye de regarder tout ce qui a été trouvé au niveau des menhirs, des dolmens, tumulus, les autres sites archéologiques qui ont été découverts. Bon, on va se caler des jours répartis dans l'année et jusqu'à que le dossier se finisse. Voilà. Nickel. En fait, en réalité, il y a Compierre, certes, mais il faut savoir que de prendre un seul lieu pour essayer d'identifier une divinité, c'est un peu, entre guillemets, stupide, dans le sens où, en fonction des peuplades, etc., il peut y avoir d'autres camps qui étaient aménagés sur les alentours, souvent toutes tournant autour de la même tribu, pour faire simple. Et donc, si Compierre ne nous donne pas forcément toutes les infos, on peut peut-être avoir des choses, par contre, sur les sites qui sont environnants. Selon les peuplades, mais aussi selon l'époque. 12 km au sud-ouest de Compierre, à vol d'oiseau, on a un village qui s'appelle Prémery et que y a une association qui est là-bas, qui est basée sur l'archéologie, avec notamment un président qui est archéologue. Et ils se sont amusés à bien fouiller l'est de Prémery, à ce que j'en ai compris, et concrètement, ils ont tombé sur bon nombre d'éléments qui sont du néolithique, donc des silex, etc. Et puis, en parcourant les objets avec Anaïs, on est à un moment tombé sur des statuettes de bronze, de pierre aussi. Et puis surtout, on est tombé sur un potentiel objet de Vénus. Tout ce que je peux dire, c'est que la Vénus, c'était une des premières représentations d'une déesse, de ce qui pouvait ressembler à de ce qui pouvait être une déesse pour les peuples de l'époque du néolithique. On s'est rendu compte qu'à 4,5 km à peu près, il y avait la butte de Montenoison, du gallo-romain présent sur place, au niveau époque, mais aussi une recherche archéologique qui a eu lieu dans le passé, avec une citation au sujet du celtique et même du néolithique. Donc là, on est parti justement pour cette butte de Montenoison, et puis on va essayer de voir ce qu'on peut trouver sur place. Ça commence bien, c'est déjà une église Notre-Dame de l'Assomption. Alors l'Assomption, c'est le moment où la Sainte Vierge monte au ciel. Ouais, c'est ça. C'est très bien résumé, nickel. Bon, là, je vais pas rechercher sur la personnalité, mais de temps en temps, ça peut arriver qu'en gros, tu as certaines églises où la Notre-Dame est très très spécifique, à un point où ça se rattache au passé, ou à un point où ça se rattache à un événement du coin. Et après, sur la gauche de l'église et le long du pré, on a une partie vestige de château aussi. Concrètement, ça parle d'une construction en l'an 1007, restauration des ruines en 1998. Bon, aujourd'hui, voilà. Je vois entre les branches, en gros, à
À mon avis, au moins une trentaine de kilomètres de manière certaine dans la direction du nord. Et au-dessus, c'est écrit château féodal de Montenoison. Voilà. C'est bien aménagé pour aujourd'hui, pour que les gens s'installent, mais du coup, je crois que ça ne laisse pas spécialement évident des traces de choses en lien avec le lieu, du coup, d'un point de vue celtique ou autre. Non, ça c'est les prières des environs, et je pense que ça s'est fermé. Voilà, c'est fermé. Le cimetière, j'irai pas dedans, là, par principe. Je remarque là-bas, il y a une dernière pancarte que je vais vous faire, et puis après, je vais de nouveau rejoindre Anaïs, et puis voir ce qu'elle, de son côté, en regardant au niveau paysage, etc., si elle a eu quelque chose entre-temps. Le fait qu'elle la trace de l'ancien château, mais pour l'instant, rien qui concerne vraiment... ça tombe bien, parfait que tu sois revenu, parce que j'ai fini de faire le tour, en gros. De ce que j'ai pu voir autour de l'église, rien de particulier. Non, j'ai vu que les reliques saintes de Sainte Thérèse de Lisieux, avaient voyagé jusqu'ici. Donc ça doit être quand même un lieu de pèlerinage. On voit le Morvan de là-haut, non? Le Morvan est indiqué sur la table. Donc là, pour vous donner un repère, Compierre est situé exactement à l'est d'ici, de là où on est. Au sud-est, on a Autun à 72 km, donc on est assez loin d'Autun, mine de rien. Le Mont-Beuvray, 56 km aussi, endroit assez réputé pour les choses diverses qui s'y passent. On a aussi Vézelay, qui est à 36 km au nord-est. Et puis pour terminer, on a la petite ville la plus proche, Clamecy, qui a maintenant 28 km au nord, pile, où on trouve pas mal de choses, et notamment le musée sur lequel seraient exposés les objets trouvés à Compierre. Et il y a un sentier botanique qui fait tout le tour en bas de la butte. On peut essayer de retrouver celle-ci, puis on fait le tour, et puis on voit ce qu'on trouve. Ok. On est en train de se faire plus les alentours de Montenoison, qui est la colline qui est juste derrière moi. Clairement, on n'a rien dans la forêt, du coup. Non. Un morceau de coquille. Un morceau de coquille, de coquillage. Attends, au moment où on allait partir, on a dit, oh, il n'y a pas grand-chose, etc. Ouais, mes fesses, hein. Celle-ci, elle est bien représentant au niveau fossile, mais c'est ce que je reconnais parce que ça fait très, très cristallisé. Et puis c'est encore dans sa coquille, on le voit de ce côté-là, on a encore le symbole qui est présent dessus, quoi. Peut-être on devrait au moins juste le poser à un endroit qui est peut-être pas sur le chemin, pour éviter que ça roule dessus par accident, je pense. Ouais, on va le mettre plus haut. Alors, on s'est arrêté sur le bord de la route. La butte qui est située là, juste en face de nous, serait l'un de ces tumulus. C'est la taille classique à peu près en gros pour les tumulus. Ça va dépendre, ça va vraiment dépendre. Il y en a des plus hauts, hein. Ah ouais? Mais en fait, ce qui fait qu'on peut le remarquer, c'est parce qu'il pop clairement, il dénote au milieu du champ, quoi. Et c'est sûr que c'est même un stade où on voit derrière, même avec le cheval qui est derrière. Déjà, j'ai pas ton attention, mais en plus, tu me compares à un tumulus. Le cheval, c'est génial. Je préfère. Bon là, est-ce que le propriétaire en est informé, on n'est pas informé? Est-ce qu'il a cette connaissance-là du coup? Enfin... Alors je pense que le propriétaire du champ a la connaissance d'un tumulus, étant donné qu'il est répertorié. Mais il y a pas mal de tumulus qui sont répertoriés et qui sont pas fouillés. Parce qu'il faut des moyens aussi, et puis voilà, ils sont pas fouillés. Tu as la connaissance archéologique et que tu la portes. Mais sinon, moi, de mon côté, je passe là, je vois une butte de terre dans un champ, quoi. C'est triste à dire. Mais en fait, en dessous de ça, il y a des gens qui sont là en train de se reposer depuis plus de 2000 ans. D'un point de vue cérémoniel, il y a eu tout ça là. Et aujourd'hui, c'est devenu quelconque. En fait, c'est simple. Ça n'existe plus parce qu'on n'en a plus conscience. Donc voilà, nous sommes dans le musée de Clamecy, le musée qui principalement a la majorité des composants qui ont été retrouvés au sein de Compierre. En face de vous, vous avez notamment des noyaux de pêche. On a l'impression qu'on les a mangés ce midi. Qu'on vient tout juste de les manger parce que la glaise a fait une conservation presque parfaite en fait de pas mal de choses. Donc la on a pomme aussi de pain, incroyable. Bon, je pense que vous connaissez très bien la pomme de pain, mais je vous assure que ça vient du puits et préservé dans la glaise pendant plus de 1000 ans dans cet état-là. Je vous fais cette introduction par ce côté-là, tout simplement pour vous dire que les composants ont été très bien conservés, qui fait que banco, quoi, on a tous les symboles, etc. Au niveau de la description, ce sont considérés comme étant des pièces d'applique, bustes et masques de divinités féminines, considérés en bronze aussi. Je le vois vraiment comme étant quelque chose qui permettrait de faire une distinction ou qui permettrait de reconnaître un statut, par exemple social, par le fait de porter une applique spécifique. Et je ne sais pas si vous le voyez bien, mais sachez que cette pièce-là est du bronze.
Et donc globalement, par contre, la fabrication du bronze en elle-même sur Le travail la du Gaule, bronze, du fer. c'est quelque chose que tu as vu en gros fréquemment aussi sur certains sites ou Bah, c'est ce qu'on retrouve en général. Il y a toujours un forgeron, il y a toujours des sculptures, des petites figurines. nous avons un coq qui fait vraiment 2 cm d'eau, je dirais. Oui. Et coq en bronze aussi, selon les descriptions. Et il est destiné à être soudé à l'extrémité d'une épingle, ou, hypothèse que fait la description même du musée, qui soit attaché sur le socle d'une divinité. Mais on a un sanglier en couché en bronze notamment, et en description on nous fait « La statuette a pu être déposée comme offrande auprès des divinités ou placée sur un autel domestique ». Donc si cette hypothèse-là, c'est qu'ils ont dû le retrouver proche du temple, du coup. Mais par contre, la notion du sanglier, ça prouve bien que l'hypothèse qu'on avait des Celtiques qui étaient présents dans cet endroit gallo-romain est cohérent, quoi. Bah, d'origine celte, d'origine gauloise. Et puis qui était un petit peu mélangé aussi avec des divinités qui arrivaient tout doucement de Rome. Et voilà. On voit mieux du dessus, mais pour la caméra, je ne pourrais pas faire mieux que ça. Corne d'abondance, en calcaire brûlé, dont le fragment supérieur contenant des fruits et des céréales. Ben, on retrouve cette corne d'abondance chez beaucoup de déesses dites mères. Donc pour ceux qui ont fait, suivi mes recherches précédentes, je pense que vous avez compris le clin d'œil. Cette sculpture en ronde bosse figure un homme d'âge mûr, barbu, à l'abondante chevelure ondulée. Il tient un vase à panse globulaire appelé Ola, de la main droite, et une massue de la main gauche, qui est en calcaire, qui serait du côté de Brève par contre, donc une autre ville encore. Lorsque vous regardez des vitraux d'église ou etc., par exemple pour les saints, on ne choisit pas au hasard les objets qui sont dans les mains, la posture, la position, où sont placés aussi les objets, la tenue aussi est grandement regardée. Nous avons ensuite une stèle funéraire, estimée pour une époque tardive, donc 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Et c'est une stèle assez grossière en forme de buste stylisé, décorée à l'avant d'une croix de Saint-André. Est-ce que ça vient du côté romanisation? Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus tard, la croix de Saint-André. Donc voilà, encore une autre stèle funéraire qui était présente sur place. Hop, je vais mettre vers la droite, comme ça gêne personne. Ah, bonjour. Bonjour. Que vous êtes le directeur du musée. Mais même quand je me présente, c'est assez rare d'avoir une réponse tout court, dès le début. Et là, en tout cas, de la part du musée, je suis heureux, entre guillemets, de me dire, je suis accepté, on m'a autorisé à prendre en photo, tout ça, etc. On m'a donné toutes les conditions. Et qui plus est, le directeur se prend la peine de venir me voir dans la salle pour préparer des papiers complémentaires sur le temple de Compierre. Enfin, non, merci. Alors, la description ne sera pas plus précis que dire que c'est du calcaire brûlé. En discutant avec le directeur du musée, il semblerait que cette main a été proposée par un archéologue qui a étudié Compierre, justement, prolonger à un autre objet plus long et qui serait en référence à l'un de ses symboles. Peut-être un arc. On passe sur une pièce qui est un peu pépite, puisque c'est notamment la base de l'une des colonnes du portique nord du forum. Le grand fragment que vous trouvez, notamment, c'est un fragment de moulure de l'autel du Phanum, donc en gros qui vient aussi du temple. Pour ce fragment en question, il est notamment en marbre blanc. Eh oui, et tu l'as 2 fois. Et j'attendais que tu le remarques, je voulais voir ta réaction. En fait, moi je faisais dans l'ordre, vraiment pour me focaliser et prendre chaque élément, chaque symbole, chaque croisade. Mais je suis heureux de voir ça. Couple de divinités assises, selon la description de la vitrine, qui serait dans un fauteuil rond. Calcaire blanc tendre, deuxième moitié du IIIe siècle, donc 250. 250. Retrouvé à Entrain-sur-Nohain. C'est un petit village qui est présent pas très loin de Compierre. Le dieu à droite tient dans ses mains une bourse, ou bien une patère. Une assiette creuse décorée. Au niveau description, au niveau du musée, divinité assise encore, retrouvé du côté d'Entrain-sur-Nohain aussi, et on a notamment le dieu qui tient un vase, et la femme peut-être enceinte, qui potentiellement portait un objet aujourd'hui disparu. Entre guillemets, elle avait quelque chose dans les mains elle aussi. On a aussi quelqu'un qui nous a représenté comme étant un dieu sylvain. Matière, c'est du calcaire.
Ce dieu des forestiers et des pasteurs est barbu. Il a pour attribut un chien en partie disparu, à droite, et un pain sylvestre. Alors, on serait sur 2 déesses nourricières, Terre Blanche de l'Allier, notamment qui vient par contre d'un autre site, c'est le site de Forgebelle. Si vous voulez la voir, elle passe assez loin à l'ouest de Compiègne, mais je dirais à 45 minutes en voiture à peu près. Et en description, on nous fait que les déesses mères, donc par rapport aux 2 statues, notamment, allaitaient un enfant et sont assises sur un siège à haut dossier en osier tressé. D'autant plus que apparemment ce sont des divinités domestiques. Donc il faut les visualiser à l'intérieur d'un hôtel, dans la maison de tout un chacun. Ici, nous avons une Vénus Anadyomène, Sortant du bain. terre blanche du coup de l'Allier. Cette sculpture représentant une tête entourée de rayons et à droite un oiseau dont il manque la tête, sans doute un corbeau, en calcaire à grains fins qui a été retrouvé par contre à Entrain-sur-Nohain, donc le petit village à côté de Compiègne. Constituait probablement l'angle supérieur d'un monument plus grand figurant Mitra, dieu d'origine indo-iranienne connu en Perse, a été répandu dans l'Empire romain au 1er siècle par des militaires et des marchands. Ce culte, qui promettait une renaissance, eut un succès particulier à Entrain-sur-Nohain. On a retrouvé 4 vestiges de monuments différents à Mitra, ce qui voulait dire qu'il aurait existé à Entrain au moins 4 lieux de culte dédiés à ce dieu. Et ben voilà du coup pour cette pièce du coup de Compiègne du coup qui nous a donné beaucoup d'informations et qui par conséquent nous demandait de revoir certaines hypothèses, en creuser d'autres. J'espère que vous avez déjà une petite idée et peut-être des hypothèses sur qui sont les divinités parce que moi c'est déjà le cas. Bon, on est parti, hein. On a pas mal de choses à vous proposer. Je vais commencer par faire plusieurs mentions, parce que par transparence, mais concrètement, on va commencer de ceux dont ça mériterait une mention d'un point de vue Compiègne, en allant jusqu'à le plus probable de notre point de vue. Je vais finalement commencer par quelque chose de beaucoup plus actuel finalement, en mentionnant notamment Sainte Brigitte. Alors ça peut vous paraître bizarre, c'est aussi d'un point de vue chrétienté très tard au niveau des années. Il y a pas mal de références avec la montée au ciel de la Sainte Vierge, que ce soit Notre-Dame de l'Ascension par exemple, à Montenoison. Et il faut savoir qu'il y a un découlement sur plutôt au niveau de la période. Et pour cela, il faut regarder de plus près, notamment Brigide. Alors Brigide, c'est une déesse celte d'origine majoritairement irlandaise. Elle est célébrée en janvier pour la fête celte d'Imbolc et bien souvent représente les premières floraisons qu'on peut constater en janvier avec la fleur, la perce-neige. Le problème que l'on a avec Brigide, bien qu'elle soit intéressante, il manque encore un petit écart de quelques centaines d'années où il manquerait entre guillemets une passerelle sur une autre divinité pour pouvoir pleinement rejoindre Compiègne. Une autre divinité à laquelle on a pu lire et creuser un petit peu plus, c'est notamment en lien avec les taureaux, du côté des objets qui ont été retrouvés sur Compiègne, et notamment qui mentionnaient dans leur description la divinité de Mitra. Cependant, elle a quand même existé, mais plus dans un point de vue secret, c'est-à-dire soit quelques individus qui le pensaient, qui le croyaient et qui faisaient leurs choses chez elle, ou bien sous la forme, entre guillemets, d'un culte secret, bien que la deuxième forme soit moins probable, on va dire. Il est très peu probable que Mitra se soit retrouvé au niveau du temple octogonal. Par contre, il est très bien probable qu'il y ait pu y avoir des petits hôtels dans une ou deux maisons spécifiques de Compiègne où ces sculptures de taureaux étaient présentes. On pourra parler aussi de la déesse Epona. Communément, on l'associe au cheval parce qu'elle est souvent représentée ou montant un cheval ou accompagnant un cheval ou un poulain. Cette déesse, elle est psychopompe.
Donc elle accompagne les morts vers leur dernière destination. Elle est souvent représentée aussi avec les attributs qu'on peut retrouver chez d'autres déesses mères, comme la corne d'abondance ou la corbeille de fruits, la patère aussi. La déesse Epona pourrait être associée à ce site de par son côté protection au niveau des guerres et des protections des guerriers, parce qu'on se doute bien qu'à cette époque, il devait y avoir des guerres entre les tribus. Il y a aussi une autre divinité féminine, qui s'appelle Rosmerta, bien connue du peuple celte et du peuple gallo-romain. Elle représentait la fertilité, l'abondance, souvent représentée avec une corne d'abondance, une patère, un panier de fruits. On associe aussi beaucoup la divinité féminine, donc qui était présente sur ce qu'on appelle les couples éduins, en référence à la tribu celte donc qui vivait ici. Elle est parfois aussi représentée enceinte. Si on s'intéresse toujours du côté couple et du ins, eh bien on peut remarquer du côté de l'homme que, en réalité, Mercure est assez représenté d'un point de vue gallo-romain. Celui-ci notamment était principalement associé à tout ce qui était certes le commerce, mais aussi le voyage. Globalement, on a retrouvé quand même plusieurs symboles qui étaient présents à Compierre, qui étaient à propos aussi des activités fortes de la ville, notamment avec l'artisanat, etc. Le commerce était assez présent. En sachant que la place qui était devant le temple était notamment là aussi la place du marché, eh bien, j'ai envie de proposer pour le temple octogonal comme première divinité, premier autel clé qui aurait pu être présent sur place, notamment Mercure. Le Brian du montage ici, et forcément il fallait que j'oublie quelque chose, Mercure est aussi psychopompe. Alors certes, en lien avec la nécropole à l'autre bout de la bourgade, mais ça donnerait aussi un intérêt au temple d'être aussi éloigné, car le chemin qui traverse l'ensemble de la bourgade deviendrait du coup cérémoniel lorsqu'il y aurait un décès important dans la bourgade. Cependant, le couple éduins peut aussi être présent aussi en parallèle comme deuxième autel, et je parlerai même de manière plus ouverte que ce temple avait probablement plusieurs autels. C'était assez rare d'avoir un seul autel vers une seule personne dans un seul temple. Cependant, et parmi toutes les divinités qu'on a cherchées, et si je devais vraiment mettre une divinité à associer au temple octogonal de Compierre, eh bien, de mon point de vue, je proposerais Diane. Plusieurs cases de bien cocher quand même pour Compierre. Premièrement, tout simplement parce que sa réputation est développée chez les Romains par sa représentation qui est la fertilité. Elle a notamment des symboles qui sont aussi présents sur les objets retrouvés à Compierre. Éventuellement, ça fait un petit parallèle aussi avec le côté commerce que j'ai déjà cité par le biais d'une autre divinité. Diane pourrait en plus nous donner des informations intéressantes aussi si on continue à creuser sur Compierre. Exemple concret, le fait que Diane indirectement est aussi associée aux côtés de la Lune et qui, du coup, d'un point de vue divinité et quotidien de tous les jours, pourrait peut-être se retrouver au sujet de la vie sur Compierre. On a vraiment envie de proposer une information complémentaire, bien que Diane soit un bon candidat, qu'il faudrait prendre en compte pour Compierre et le réétudier. Par la proportion d'objets qui a été retrouvée sur le site de Compierre, on a notamment remarqué qu'il y avait une bonne proportion, certes, d'objets qui étaient rattachés au côté gallo-romain, mais que mine de rien, il y avait quand même pas mal d'objets qui étaient rattachés au côté celtique. Et donc par conséquent que les Éduins, à l'époque où les Gallo-Romains sont venus s'installer là, probablement ont construit le temple, je pense plus du côté gallo-romain, et bien que les Éduins ont quand même vécu aussi à Compierre, par des services, par du commerce, etc. Et donc le fait de proposer Diane est très intéressant parce que certes le côté fertilité, etc. parle beaucoup aux Éduins, mais surtout parce qu'elle va faire une équivalence transparente avec une autre divinité clé du côté des Éduins. Et cette divinité, elle s'appelle Sirona. Le syncrétisme, la transformation en soi d'une Sirona originelle celte, gauloise, en une Diane gallo-romaine, coule un petit peu de source, on va dire. Les similarités entre Diane et Sirona sont importantes, toutes les deux des déesses de la fertilité, de l'abondance. On a fait le rapprochement entre Sirona et ce qui a été retrouvé, un petit objet à l'effigie d'un serpent. Donc en sachant que Sirona est souvent représentée avec un serpent à deux têtes et des œufs. Elle est aussi représentée, comme beaucoup de déesses mères,
accompagné par une corne d'abondance ou une corbeille de fruits. Donc d'où le lien qu'on peut faire aussi avec Sirona, qui est pour toute la liste des dieux et déesses qu'on a proposé, qu'on vous propose aujourd'hui, la seule qui a un lien direct avec l'eau et la guérison. Et voilà globalement là où nous a mené nos recherches sur nos 5 précédents mois et sur le fait de tenter de donner une réponse au sujet des divinités qui auraient pu être présentes sur ce temple. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ce dossier de recherche, que ce soit notamment Anaïs, notamment pour tout le côté celtique et tous les apports d'informations que tu as pu faire et le côté prospection archéologique. Merci à toi. Et sur tout cela, eh bien, je vous dis, portez-vous bien, faites attention à vous et surtout, gardez l'œil ouvert.